à Louis XVIII à la Restauration, en ayant soin d'en retrancher les pièces où Louis XVI et Marie-Antoinette figuraient sous les pseudonymes de Don Port et Dame Panthère. Donc c'est un opportuniste particulièrement gratiné de cette époque, comme on en a beaucoup connu, comme par exemple Turreau, dont on parlera tout à l'heure. Donc la mélodie qu'on vient d'entendre, « Ô liberté, liberté sainte, déesse d'un peuple éclairé, règne aujourd'hui dans cette enceinte, par toi ce temple est épuré », et on parle un peu plus loin d'un peuple indigne d'être libre. Et on est vraiment au cœur du sujet qui va être le nôtre aujourd'hui, qui est l'épuration, le massacre des Vendéens, parce que c'était un peuple indigne d'être libre d'une certaine manière. Donc, rappelons les événements. En mars 1793, la levée en masse conjuguée avec la répression qui frappe les prêtres réfractaires et l'exécution de Louis XVI déclenche dans toute la France, mais particulièrement dans l'Ouest, une révolte des paysans qui, par ailleurs, ont le sentiment que la Révolution n'a pas amélioré leur sort et qu'elle n'a profité qu'à la bourgeoisie des villes. Ces bandes insurgées vont placer à leur tête les élites traditionnelles, noblesse locale, plus ou moins consentantes. Au cours de l'été, le mouvement victorieux prend une nette coloration royaliste et catholique. La Vendée militaire devient le symbole de cette contre-révolution qu'il faut éradiquer par tous les moyens. Depuis longtemps déjà, la dictature parisienne médite l'anéantissement de la Vendée dont les habitants ont osé défier la République. Le 26 juillet 1793, le député Barrère annonce « Le comité de salut public a préparé des mesures qui tendent à exterminer cette race rebelle, à faire disparaître leurs repères, à incendier leurs forêts, à couper leurs récoltes. C'est dans les plaies gangrénantes que la médecine porte le fer et le feu. » Le 1er août, la Convention décrète que les forêts et les taillis de Vendée seront abattus et incendiés, les repères des rebelles détruits, leurs récoltes et leurs bestiaux confisqués, les femmes, les enfants et les vieillards déportés. Cependant, et malgré les succès des Bleus, l'Ouest révolté tarde à être pacifié. Soldats de la liberté, proclame la Convention le 1er octobre. Il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois d'octobre. Le salut de la patrie l'exige, l'impatience du peuple français le commande, son courage doit l'accomplir. Le 7 novembre, tandis que le département de Vendée est rebaptisé Vengée, le député Fayot réclame à la tribune qu'il soit envoyé une armée incendiaire pour que pendant 1 an au moins, nul homme, nul animal n'y puisse trouver sa subsistance. D'autres, plus férus en chimie, suggèrent de répandre des gaz mortels ou d'empoisonner les réservoirs d'eau potable. C'est dans un tel contexte que le général Louis-Marie Turreau va imaginer ce qu'il nommera une promenade civique. Son plan est de faire ratisser la Vendée militaire, qui comprend aussi une partie des Deux-Sèvres, de la Loire-Inférieure et du Maine-et-Loire, par 6 divisions formant 12 colonnes punitives. Elles marcheront d'est en ouest à la rencontre de 6 autres colonnes venant en sens inverse. Le général en chef précise leur mission dans ses instructions du 19 janvier 1794. Tous les brigands qui seront trouvés les armes à la main ou convaincus de les avoir prises pour se révolter contre leur patrie seront passés au fil de la baïonnette. On en agira de même avec les filles, femmes et enfants qui seront dans ce cas. Les personnes seulement suspectes ne seront pas plus épargnées. Tous les villages, métairies, bois, genêts et généralement tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. Après cependant qu'on en aura distrait des lieux, ceux qui en seront susceptibles, toutes les denrées qui existeront. En principe, ceux qui témoigneraient des sentiments civiques auraient dû être épargnés, mais cette consigne ne sera guère observée. D'ailleurs, l'esprit et la lettre même des ordres de la Convention ne sont-ils pas de vider la Vendée, puis de la repeupler avec de bons républicains. En 4 mois, les colonnes infernales de Turreau feront entre 20 000 et 40 000 victimes sur une population totale d'environ 750 000 âmes. Il convient de faire de la Vendée un grand cimetière national afin de purger entièrement le sol de la liberté de cette race maudite, déclare le général Turreau. À juste titre, Gracchus Babeuf parlera d'un système de dépopulation et forgera le néologisme de populicide. La notion contemporaine de génocide n'est pas loin. 2 invités ont répondu à mon appel pour évoquer cette page à la fois sombre et héroïque de l'histoire de France. Le premier est Reynald Secher, personnalité incontournable depuis plusieurs décennies quand il s'agit d'évoquer la question vendéenne. Né à Nantes en 1955, sa famille est originaire de la Chapelle-Basse-Mer où les colonnes infernales républicaines ont perpétré 2 massacres. Les 10
et 17 mars 1794, près de 150 victimes, dont plusieurs enfants et nouveau-nés. Reynald Secher a poursuivi parallèlement des études d'histoire et d'administration économique et sociale qu'il couronne par un doctorat de 3e cycle sur la chapelle Basse-Mer durant la Révolution en 1983, puis un doctorat d'État en étendant son étude à l'ensemble du génocide franco-français à l'université Paris IV Sorbonne en 1985. Il travaillera ensuite aux États-Unis dans le secteur de l'hôtellerie, puis enseignera le droit constitutionnel à Rennes. Mais ses conclusions sur les guerres de Vendée l'obligent à démissionner de l'éducation nationale. Il poursuit alors une carrière dans l'enseignement supérieur privé. Il dirige aussi la communication du Conseil régional de Poitou-Charentes de 86 à 89. Il fonde la société d'édition Reynald Secher, édite en particulier des bandes dessinées, dont une histoire de la Bretagne en 10 volumes, et aussi réalise de nombreux documentaires. Avec l'association Mémoire du Futur, il restaure et agrandit la chapelle Saint-Pierre-Esslien et son cloître à la chapelle Basse-Mer. Conservateur du musée de la chouannerie de la Vendée et des guerres de l'Ouest à Plouarnel, à l'entrée de l'isthme de Quiberon. C'est un musée que je vous conseille à tous d'aller visiter si vous allez en vacances en Bretagne. On pourrait en dire beaucoup plus sur les engagements de Reynald Secher et les vicissitudes qu'il a eu à subir dans sa carrière. On en reparlera ensuite. Notre second invité, qui devrait bientôt arriver et qui n'est pas encore là, est Jacques Villemain, qui est diplomate et juriste, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'ENA. Il est également titulaire d'une maîtrise en droit de l'université Panthéon-Sorbonne et licencié en théologie catholique de l'université de Strasbourg. Depuis 30 ans, il est haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, notamment à la direction des affaires juridiques. Il est spécialiste de droit pénal international puisqu'il a été en poste à La Haye en charge des relations avec les tribunaux pénaux internationaux. Depuis plusieurs années, il s'intéresse aux guerres de Vendée sous leur aspect juridique. Il nous dira dans quelles circonstances, et il vient d'éditer récemment Vendée 1793-1794 aux éditions du Cerf. Commençons, Reynald Secher, puisque notre deuxième invité n'est pas là. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est passé pour vous cette persécution qui a été la vôtre vis-à-vis des instances officielles, je dirais, de l'université, lorsque vous avez commencé à mettre le nez dans cette affaire vendéenne? Alors, je n'ai pas du tout eu conscience de l'aspect dangereux pour un universitaire en commençant à travailler sur ce sujet. Et d'ailleurs, je rappelle toujours que je n'étais pas favorable personnellement pour travailler sur la Vendée pour 2 raisons principales. La première, c'est que comme je suis de la rive gauche de la Loire, je m'étais rendu compte qu'à chaque fois que je traversais la Loire, on était déconsidéré en tant que Vendéen. Et comme j'ai fait toutes mes études à l'abbaye Saint-Sauveur de Redon, c'est-à-dire sur la rive droite, j'étais obligé symboliquement de me défroquer quand je traversais la Loire parce que il y avait une espèce de tâche, y compris dans les milieux conservateurs classiques, dirons-nous, qui étaient les nôtres. Et puis la deuxième chose, c'était vraiment une affaire familiale pour moi, cette histoire de Vendée, et c'est quelque chose que l'on parlait entre nous, mais on n'en parlait pas du tout à l'extérieur. D'ailleurs, j'ai fait une étude là-dessus, jusqu'à ma génération. On se mariait entre nous et ma grand-mère expliquait que c'était normal parce que les autres ne pouvaient pas nous comprendre. Et donc, c'était vraiment un gros sujet. Et Jean Meyer m'a eu uniquement sur des raisons purement scientifique, parce que lorsqu'il m'a proposé le sujet, je l'ai refusé et je ne l'ai accepté uniquement parce que il m'a proposé de travailler non pas sur l'objet proprement dit, mais sur la documentation. En clair, l'idée à l'université était la suivante: on ne pouvait pas travailler la matière de la Vendée faute de documents. Et Jean Meyer voulait voir si ce qui a été dit était juste ou si, à l'inverse, il existait une documentation, et donc dans ce cas-là, la démarche de l'université était tout autre, elle était idéologique. Et en fait, mon premier travail était de démontrer qu'il existait une documentation, et grâce à ce travail que vous avez noté tout à l'heure, qui est le travail du carottage fait à la chapelle Basse-Mer, on va découvrir, puisque nous sommes dans les années 1978-1980, qu'il existe une mémoire populaire qui est intacte, et cette mémoire populaire s'est transmise de génération
en génération. À l'époque, grosso modo, j'avais calculé qu'il y avait simplement que 3 ou 4 générations qui nous séparaient de ce qu'on appelle en Vendée la Grande Guerre. Donc cette mémoire populaire était très très précise, et d'ailleurs je vais moi-même le découvrir au fur et à mesure de mes recherches. C'est-à-dire qu'à la fois vous avez été dans les archives pour retrouver ce qui allait au-delà de la mémoire, peut-être, qui était vraiment la documentation historique, et en même temps vous avez travaillé sur les souvenirs aussi et oui, alors c'est ça qu'on va découvrir. Les traditions populaires. C'est ça qu'on va découvrir. L'idée de Jean Meyer, on est à Paris 4, en termes de socle de la méthodologie, était la suivante. Le document, rien que le document. Donc tout ce qui était subjectif, etc., ne devait pas être traité de manière scientifique. Or là, en travaillant avec les gens, j'ai découvert que cette mémoire était intacte. J'ai fait des milliers d'heures d'interviews, et on va découvrir que cette mémoire a 3 caractéristiques. Pour commencer, elle est extrêmement précise. C'est-à-dire que dans le souvenir populaire transmis, au niveau de la répression, par exemple, les gens se souviennent de 2 choses. Premièrement, c'est l'armée française qui est arrivée. Et ça a beaucoup surpris les gens, et ça, au-delà des générations, cela fracassait encore la population. Deuxièmement, oui, parce que finalement, sous l'Ancien Régime, quand il y avait des jacqueries, on envoyait plutôt des mercenaires, souvent, ou des Allemands, ou des Suisses. La deuxième chose qui avait marqué la population, c'est que principalement, c'était les femmes, les enfants et les vieillards qui avaient été exterminés. Et d'ailleurs, lorsqu'on va découvrir les registres paroissiaux clandestins, cela va confirmer ce souvenir. Et la troisième chose, c'est que dont les gens se rappelaient, c'est qu'au-delà des faits, il y avait une addition de conséquences au 19e et jusque dans les années 1980. Alors pourquoi la mémoire s'est transmise ? La mémoire s'est transmise parce qu'elle était tout simplement sanguignolante, et elle touchait toute la population. Et à la Chapelle-Basse-Mer, je me suis rendu compte que lorsque j'ai commencé mon travail, la population était de 3250 habitants, exactement ce qu'elle était en 1789. En fait, les habitants de la Chapelle-Basse-Mer avaient perdu plus de 850 habitants, et il a fallu 2 siècles pour récupérer ce déficit démographique. Alors, Jacques Villemain est arrivé entre-temps, donc je vous accueille bien. Je suis très content de vous accueillir. Vous êtes donc juriste, vous avez travaillé très longtemps, juriste et diplomate, puisque vous travaillez au Quai d'Orsay, mais vous avez aussi été détaché pendant très longtemps donc à La Haye auprès des tribunaux pénaux internationaux, et donc ce qui explique que vous êtes intéressé, enfin vous allez nous expliquer comment vous êtes intéressé à l'histoire de la Vendée avec ce bagage juridique. Comment ça s'est passé ? Donc, peut-être qu'il y a eu une relation aussi avec Reynald Secher, vous vous êtes rencontrés assez rapidement sur cette question. Tout à fait. D'abord, merci de m'accueillir. Oui, effectivement, c'est un concours de circonstances. Je travaillais pour la France auprès des tribunaux pénaux internationaux de La Haye, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tribunaux ad hoc, le tribunal pour le Rwanda, le tribunal pour la Yougoslavie. Enfin, il y a que les chambres d'appel du tribunal Rwanda à La Haye, le tribunal Yougoslavie, la Cour pénale internationale. La Cour internationale de justice aussi, qui a également traité de questions de génocide dans l'affaire Bosnie contre Serbie. Mais en fait, c'était essentiellement le tribunal Yougoslavie qui traitait de ces questions de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, le fameux génocide de Srebrenica. Et donc j'en avais un peu, je ne veux pas dire la tête farcie, parce que j'aime mon métier, enfin disons que j'ai mangé du droit et de la jurisprudence sur le sujet pendant effectivement quelques années. Et on rentre à Paris, on prend le train, le Thalys, n'est-ce pas, ça fait grosso modo 3 heures, donc comme j'aime beaucoup l'histoire, j'achète une revue qui s'appelait l'Histoire d'ailleurs, avant de prendre le train, et c'était en 2011, il y avait
un numéro qui était consacré au crime de la Révolution, point d'interrogation, avec notamment un article sur la Vendée, histoire que je connaissais, mais bon, vous allez dire, avec mes souvenirs d'école primaire pratiquement. Hein, donc, en plus, je suis pas du tout vendéen, moi. Je lis ce qu'en écrivent divers historiens et à la fois ils décrivent les atrocités qu'on sait et en même temps il y a des encadrés pour expliquer que ce n'est pas un génocide. Alors là, je suis quand même un petit peu interloqué parce que je connais quand même suffisamment le concept pour savoir comment il se définit et qu'est-ce qu'on juge aujourd'hui être un génocide. Du coup, j'ai voulu creuser la chose. Alors, je me suis documenté. Effectivement, il se trouve qu'il y avait un voyage organisé en Vendée sur un thème historique et que René Alsécher était le conférencier, donc on s'est rencontrés à cette occasion-là. Et puis bon, je parlais avec lui, j'ai creusé un peu le sujet et plus je l'ai creusé, surtout historiquement, puisque je dis moi je connaissais le droit applicable mais pas l'histoire de la Vendée. Et plus je l'ai creusé et plus je me disais mais c'est quand même incroyable qu'on en arrive à prétendre qu'il s'agit de simples crimes de guerre. Alors, est-ce qu'on peut faire la définition, déjà, rapidement, de la différence entre crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, parce que tout ça, dans l'esprit du grand public et même dans mon esprit, ou dans l'esprit même de beaucoup d'historiens, c'est difficile de... Voilà, quelle est la différence entre ces notions? À partir de quel moment on passe de l'un à l'autre? Alors, on va essayer d'être bref. Le crime de guerre, légalement, on appelle ça la violation des lois et coutumes de la guerre. C'est un acte qui viole, disons, il y a deux principes essentiels. C'est beau, je schématise à l'extrême. Il y a deux principes essentiels. Le premier qui est qu'on ne doit pas s'en prendre aux non-combattants. Donc, ceux qui ne portent pas les armes ne doivent pas être l'objet de la violence militaire. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit s'engager en ce qu'on appelle loyal combat, c'est-à-dire on ne doit pas utiliser de ce qu'on appelle la perfidie, c'est-à-dire des coups en traître. Des armes comme le poison, et puis également, mais ça c'est plus récent, des armes interdites. Et à ce moment-là, le problème des bombardements, par exemple, un bombardement touche la population civile. Alors, donc à la limite, ça devrait être considéré systématiquement comme un crime de guerre. Non, parce que évidemment, on va pas rentrer trop dans le détail, mais disons que le bombardement, si c'est un bombardement dirigé spécifiquement sur une population civile, est un crime de guerre, sauf dans le cas des représailles, c'est-à-dire dans le cas où l'ennemi a préalablement, enfin encore qu'aujourd'hui, c'est aussi considéré comme un crime de guerre. Par exemple, les bombardements de Londres par les Allemands, le Blitz, c'était un crime de guerre? C'est différent. Alors, c'est différent aujourd'hui et au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, parce qu'il ne faut pas commettre d'anachronisme, et donc quand on parle de crime de guerre en Vendée, il faut appliquer le droit de la guerre tel qu'il existait au XVIIIe siècle. Or, au XVIIIe siècle, le principe du droit de la guerre est la réciprocité absolue, ce que les juristes appelaient le principe du tu quoque, toi aussi. Autrement dit, tu me le fais, je te le fais. Et à ce moment-là, ça autorise les représailles, y compris sur la population civile, si l'ennemi a attaqué la population civile. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère dite kantienne, n'est-ce pas? Donc, il y a un impératif catégorique, et même si l'ennemi viole ce principe-là, vous n'avez pas le droit de faire la même chose. Mais bon, le crime de guerre, disons, c'est un dérapage, généralement un dérapage individuel, éventuellement à plusieurs, c'est-à-dire c'est les civils qu'on viole, les biens particuliers qu'on pille ou qu'on détruit. Sans ordre de bien la sûr, hiérarchie. Oui, voilà. Enfin, ça peut être sur ordre de la hiérarchie. La hiérarchie peut commettre un crime de guerre. Le cas typique de crime de guerre, c'est par exemple Oradour-sur-Glane est un crime de guerre. De la même manière, l'incident de My Lai au Vietnam, où une section américaine avait brûlé tout un village vietnamien et massacré les habitants, c'est un crime de guerre. Mais le crime de guerre, disons, c'est un acte isolé. À partir du moment où les violations des lois et coutumes de la guerre deviennent au fond une politique systématique, ce qu'on appelle en droit l'attaque généralisée ou systématique contre une population civile, on n'est plus dans le crime de guerre. On est à ce moment-là dans le crime contre l'humanité. C'est-à-dire un meurtre, un viol qui arrive comme ça accidentellement, c'est un crime de guerre, mais si toute l'armée se met à violer ou à piller, là, ou à incendier, là, on est dans le crime contre l'humanité.
parce que on n'est plus dans le dérapage individuel. Et alors le génocide, c'est au fond la partie supérieure, si j'ose dire, du crime contre l'humanité, puisque le génocide a été défini après la Seconde Guerre mondiale par une convention de l'ONU de 1948. C'est la volonté de détruire en totalité ou en partie un groupe national, racial, ethnique ou religieux. Mais ce qui est important pour l'affaire vendéenne, c'est que cette définition n'avait pas été précisée. Elle avait été mise dans la Convention de 48, donc postérieure à la Shoah. En 45, au tribunal de Nuremberg, on ne parle pas de génocide. On parle de crime contre l'humanité, avec une variante qui s'appelle extermination de population civile. C'est ensuite qu'on a isolé juridiquement le crime de génocide, mais on n'avait jamais appliqué cette convention. Et on a commencé à l'appliquer précisément dans les années 90, avec l'affaire rwandaise et l'affaire yougoslave. Et là, on a été amené à préciser qu'est-ce qu'on entend par un groupe national, racial, ethnique ou religieux. Et ce qui est très intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, et c'est ça qui a quand même été l'objet d'une grande réflexion de la part des tribunaux pénaux, parce que ni les Tutsis, ni ceux qu'on appelle les musulmans de Bosnie, ils ont beau s'appeler musulmans, c'est pas un groupe religieux. C'est en fait les descendants islamisés sous la période ottomane. Ce sont des Slaves islamisés sous la période ottomane qui s'étaient islamisés pour ne plus être dhimmi, pour ne plus être dans les protégés, pour ne plus être des citoyens de seconde zone, mais qui en fait n'avaient jamais vraiment adhéré à la foi musulmane, mais qui évidemment étaient regardés d'un œil torve comme des espèces de collaborateurs héréditaires et par les Serbes et par les Bosniaques qui eux n'avaient pas, et par les Croates qui eux n'avaient pas renié la foi catholique pour les Croates ou la foi orthodoxe pour les Serbes. La chape de plomb a tenu pendant l'ère communiste, et puis quand il y a eu le dégel, évidemment, il y a eu des règlements de compte historiques qui ont abouti à ce qu'on sait. Mais c'est pas un groupe religieux, et les Tutsis, c'est pas un groupe ethnique, c'est une caste. C'est les éleveurs, alors que les Hutus sont des agriculteurs. Mais revenons par exemple à la Shoah, définir ce qu'est un juif, c'est aussi compliqué. Alors, c'est pas nécessairement un groupe religieux. Je pense qu'il y avait des juifs athées qui ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc comment définissait-on un juif? C'était très très nébuleux finalement cette définition. Alors non, tout à fait. C'est une très bonne question. Ethniquement, ça n'a pas non plus beaucoup de pertinence. Alors, on avait fait cette catégorisation nationale, raciale, ethnique ou religieux précisément par rapport à deux précédents qui étaient les Arméniens et d'autres les Juifs. Et effectivement, les Juifs sont un groupe religieux, mais pas que, sont un groupe national. Mais la grande innovation, et surtout elle est de bon sens quand on y pense du tribunal pénal Yougoslavie et du tribunal Rwanda, c'est de dire ces définitions ne sont pas objectives. C'est-à-dire, ne serait-ce que parce que le fait que les races n'existent pas objectivement. Donc, en fait, en droit plutôt, il faut considérer que ces critères doivent s'interpréter subjectivement. C'est-à-dire, à partir du moment où j'estime que vous êtes juif et où je déteste les juifs et je veux en tuer... Oui, c'est une détermination extérieure de la part du bourreau qui projette sur sa victime... C'est l'antisémite qui fait le juif. Voilà. C'est l'antisémite qui fait le juif. Ce qu'on appelle en droit un meurtre discriminatoire, ça a été jugé dans un cas par le tribunal Yougoslavie où un Serbe avait tué un autre Serbe parce qu'il pensait qu'il était croate. Et la défense a dit, mais ça n'est pas un meurtre discriminatoire et ça ne rentre pas dans le cadre du crime de génocide puisque la victime n'est pas croate. Et le juge a répondu oui, mais lui, il a cru qu'il était croate et c'est pour ça qu'il l'a tué. Donc, l'intention criminelle est bien une intention de meurtre discriminatoire. Donc, pour l'appliquer à la Vendée, ce qui compte n'est pas tellement de savoir si les Vendéens sont un groupe national. Ça n'est pas un groupe national ou racial, c'est pas un groupe racial. Ethnique, là, on peut discuter, parce que les Vendéens sont des ruraux, ce sont des gens qui... l'ethnie, au sens sociologique, n'est-ce pas, il y a deux définitions, mais c'est un groupe humain qui obéit à un certain nombre d'us et coutumes, et puis alors, même si c'est tribal, qui se réfère à un ancêtre commun. Mais ce sont des gens qui en font une culture et un mode de vie commun qui caractérise une identité particulière. Et les Vendéens sont clairement des ruraux qui sont marqués en particulier, et là c'est aussi un groupe religieux, par une forme particulière de catholicisme populaire qui a été très marquée par les missions Montfortaine, d'où d'ailleurs le Sacré-Cœur. Ils ont clairement une identité marquée objectivement. Mais surtout, ce qui compte, c'est que les républicains qui ont voulu les exterminer, eux, se posaient pas la question. Ils savaient parfaitement ce que c'était qu'un Vendéen quand ils voulaient en tuer.
Donc, à la limite, la définition objective n'a pas tellement d'importance, c'est la définition subjective de groupes discriminés. Mais même au-delà des Vendéens, je dirais que les Républicains voulaient décimer tout ce qui n'était pas un citoyen épuré, un citoyen tel qu'ils l'imaginaient. Un nouveau, ça, il y a eu aussi des massacres à Lyon, il y a eu des massacres en Provence, etc. Donc, d'une certaine manière, ça allait au-delà de la Vendée. C'était une sorte de groupe, un petit peu à la manière dont les communistes vont massacrer ce qu'on appelle les koulaks dans les années 20 ou 30, c'est-à-dire plus une classe, voilà, là, en l'occurrence, c'est une classe sociale, mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'exterminer les Vendéens? Je dirais, c'est parce que ça se passait là, mais il y aurait pu avoir, ou il y en a eu d'ailleurs, des massacres du même type dans d'autres régions de France. Le juriste est obligé de vous reprendre un peu parce que vous faites une confusion entre deux notions qui sont le mobile du crime et l'intention criminelle. N'est-ce pas ? Le mobile, c'est ce qui fait que vous vous mettez en mouvement, que vous allez engager l'action criminelle. Mais le mobile peut être distinct de l'intention. Par exemple, dans le crime passionnel, le mobile, c'est je l'aimais, elle me résistait, je l'ai tué. Le mobile, en l'occurrence, je l'aimais, n'est pas criminel. Mais c'est ça qui est à l'origine du crime. En revanche, ce qui fait le crime, c'est l'intention. C'est je voulais la tuer et je l'ai tuée. Pour les Vendéens, c'est la même chose. Le point de savoir, vous avez tout à fait raison, hein, sur le fond, il y avait cette volonté régénératrice. Il y a eu tout un ouvrage de Mona Ozouf sur le sujet, cette volonté de créer une France épurée, régénérée et par conséquent de supprimer tous les autres qui sont des dégénérés par opposition. Mais ça, c'est le mobile et je dirais le mobile n'est pas absolument essentiel. Ce qui compte, c'est l'intention. Je veux qu'ils disparaissent tous. Quel que soit le motif de cette intention. En tant que juriste, vous vous placez effectivement sur ce domaine. Oui, parce qu'on peut commettre des génocides pour divers motifs. Le racisme est un motif, et c'est le cas pour la Shoah, mais par exemple, dans le cas de Srebrenica, ça n'est pas du racisme. C'est le motif était le nettoyage ethnique. En fait, le motif, c'était les Serbes de Bosnie voulaient un État ethniquement pur, uniquement serbe. Pour ça, il fallait faire fuir tous les non-serbes. Ils ont mis la main sur une ville qui s'appelait Srebrenica, qui était peuplée essentiellement de musulmans. Dans un premier temps, ils ont expulsé les femmes et les enfants, ils ont gardé juste les hommes et les garçons. Puis ensuite, ils ont eu l'idée positivement diabolique de se dire, si on massacre tous les hommes et tous les garçons, ça va tellement créer la panique que tous les Serbes vont fuir de Bosnie et que du coup, on aura notre État. Donc, en fait, le but, c'était une espèce de génocide terroriste. Mais ce qui compte, c'est qu'ils avaient bien l'intention de les tuer tous, à Srebrenica. Ce qui est d'ailleurs un génocide local, et la notion de génocide local n'est pas sans intérêt, d'ailleurs, pour l'affaire vendéenne. Alors, on va peut-être revenir à Reynald Secher, qui était le premier à utiliser ce terme de génocide pour la Vendée, bien avant vos travaux juridiques. Et donc, comment est-ce que ça vous est venu ? Vous n'êtes pas juriste, donc pourquoi avez-vous utilisé ce terme et en connaissance de cause ? Enfin, comment avez-vous pensé à l'utiliger ? Alors, je ne suis pas juriste, mais j'ai un 2A de droit. Oui, donc vous avez quand même fait de la... Et effectivement, lorsque j'ai découvert tout ce processus, toute cette mécanique, tous les ordres qui s'inscrivaient dans la logique de la loi, j'ai cherché en vain un mot contemporain qui soit suffisamment emblématique. À l'époque, on n'avait pas trouvé l'ouvrage essentiel de Gracchus Babeuf sur le système de dépopulation. Et d'ailleurs, je pense que si, à l'époque, je l'avais entre les mains, je pense que je n'aurais pas appelé ça le génocide franco-français, j'aurais appelé ça le populicide franco-français. Et je pense d'ailleurs que si ce mot avait été connu, mais peut-être que le juriste à ma droite va me contredire, c'est le mot qui aurait été retenu par le droit international, le mot populicide. Et j'ai cherché en vain donc un mot, et comme j'avais fait du droit public, le seul mot qui s'est imposé à moi était le mot génocide. Et je tiens à préciser d'ailleurs que Pierre Chenu est absolument hostile à ce mot. Le seul qui m'ait soutenu en amont était Jean Meyer, pour les mêmes raisons que moi, parce que nous ne trouvions pas d'autres mots, et en plus, on s'appuyait sur toutes les définitions de ce crime.
Alors donc revenons, c'est en quelle année? C'est dans les années 90 Alors, non, très tôt, en fait. Donc bien avant que l'on redéfinisse le génocide. En fait, ce mot s'est imposé à moi lorsque j'ai conclu ma thèse de 3e cycle sur la chapelle Basse-Mer. C'est-à-dire, et là on peut parler de génocide local, effectivement, je ne savais pas comment définir ce qui avait été commis à la chapelle Basse-Mer, puisque au-delà de la loi, au-delà des ordres, je me suis rendu compte qu'à la chapelle Basse-Mer, comme je le disais tout à l'heure, sur une population de 3250 habitants, 850 avaient été exterminés, et principalement des femmes, des enfants et des vieillards. Et donc, et là, j'ai supputé que, en conclusion, que ce qui s'était passé à la chapelle Basse-Mer s'inscrivait dans une logique, dans un processus d'extermination totale, non pas pour ce que les gens avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient, et que là, on n'avait fait que décrire localement ce qui se passait globalement sur l'ensemble de la Vendée militaire. Et lorsque j'ai conclu en disant qu'il me semblait qu'il y avait un crime de génocide commis dans le cadre de la politique de répression en Vendée militaire, là, au moment de la délibération, Chenu a repris ce mot en disant effectivement, parce qu'il avait été travaillé en amont par Jean Meyer, il est possible que vous ayez raison, mais il faut le prouver. Et donc, vous allez reprendre toute votre méthodologie et vous allez extrapoler votre méthode sur l'ensemble de la Vendée militaire, en arrivant à cette conclusion, qui, quoi, comment. Et en fait, c'était l'objet de ma thèse d'État sur la Vendée. Vous avez élargi effectivement votre propos à l'ensemble de la Vendée militaire. Et là, en fait, on est remonté, grâce à un travail de décortiquage et d'analyse, à tout ce qui s'est passé. Et ce n'est qu'après qu'on a découvert, évidemment, tout ce processus au niveau des lois, au niveau des ordres, etc. Alors, Monsieur Villemain, vous faites une différence entre la démarche de l'historien et la démarche du juriste. J'aimerais bien que vous précisiez ce que vous entendez par là, parce que l'historien, son rôle est... Enfin, moi, je suis historien, d'abord, c'est d'établir des faits, d'expliquer comment les choses se sont vraiment passées, comme disait Léopold von Ranke au XIXe siècle, comment les choses ont vraiment eu lieu. C'est un premier point. Il n'y a pas... Il y a ce relativisme absolu qu'on connaît aujourd'hui, ne doit pas prévaloir. On peut établir un certain nombre de faits objectifs, mais à partir de ces faits objectifs, l'historien essaye de les comprendre, de comprendre comment ils arrivent, comment ils se produisent, qui les a produits, qui en est la cause, qui ont les conséquences, etc. Donc, je vois pas ce que le rôle en quoi ça s'oppose à la démarche d'un juriste. Alors, expliquez-moi, s'il vous plaît. Non, ça s'oppose pas du tout. Ça s'oppose pas du tout. J'allais dire, ça se complète. L'historien, comme vous dites, établit les faits, les met en relation les uns avec les autres, cherche à les expliquer. Je dirais que l'historien, c'est un peu le policier ou le détective. Mais le policier ou le détective n'est pas le juge. Une fois que les faits ont été établis, il faut ensuite les qualifier juridiquement et les qualifier pénalement. Or, la qualification pénale suppose notamment l'analyse d'une intention criminelle. Alors là, déjà, on est moins dans le domaine de l'historien. Je dis pas que l'historien ne soit pas capable de pénétrer des intentions. C'est d'ailleurs aussi une partie de ses attributions, de son travail, consiste à rechercher dans quelle intention les choses ont été faites et pourquoi elles ont été faites. Et qui les a ordonnées. Oui, enfin, alors aussi, ça, on est dans le factuel. Oui. On est dans le factuel. Qui Dupont a tué Durand, mais quelle était l'intention de Dupont quand il a tué Durand? Est-ce que c'est un crime crapuleux? Est-ce que c'est une vengeance politique? Est-ce que c'est un crime passionnel? Après tout, ça pourrait arriver cette aussi. Intention se retrouve aussi dans des documents, parce que peut se retrouver dans des documents. Peut se retrouver, pas nécessairement. Oui, parce qu'en général, les criminels ne laissent pas beaucoup de traces. N'ont pas pour objectif de dire tel jour à telle heure, j'ai l'intention de tuer un tel parce que je le déteste. Et d'ailleurs, c'est même ça la grande supériorité, enfin du moins la grande spécificité du juge ou du juriste, c'est que il ne suppose pas que les documents vont lui livrer les intentions.
L'intention est un élément, j'allais dire, de conscience, un élément de fort interne, et donc il doit développer un certain nombre de méthodes d'analyse de l'intention. Surtout, il doit les développer à partir d'un référentiel a priori, qui est la loi et la jurisprudence, et à partir d'un standard de preuve qui est plus élevé que celui de l'historien. Parce que l'historien, il a une documentation historique, il produit une thèse, tout ce qu'on lui demande, c'est que, c'est le document, le seul document, comme disait M. Sécher, et une fois qu'il a... Enfin, le document analysé, comparé, vérifié... Bien entendu, authentifié... Il ne faut pas non plus que le document soit considéré comme un absolu. Mais j'aime bien d'ailleurs quand vous dites qu'un historien est un détective, parce que c'est vrai. Le mot enquête, histoire veut dire enquête, c'est un enquêteur, il bien enquête, sûr. Et c'est vrai qu'on est toujours surpris, moi-même avec le recul, que les historiens ne se soient pas intéressés à la matière de la Vendée. Et c'est vrai que mon premier travail est un travail de collectage, puisque cela n'avait jamais été fait par les historiens, aussi bien par les universitaires que par les amateurs. Et ça, c'est assez stupéfiant. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que vous disiez que votre professeur trouvait que les témoignages ne faisaient pas partie des documents. Mais c'est un témoignage oral et est aussi un document. Oui, alors avec une nuance très précise, lorsque il parlait de témoignages, c'était les témoignages de mes contemporains. Oui, mais même. Évidemment, c'est des documents à prendre avec beaucoup de... On est bien d'accord. Mais tout ça, c'était nouveau, l'approche sociologique de l'historien. C'était peu pris en compte. Il y avait le travail de Leroy-Ladurie en la matière, mais à l'époque, c'était pas pris en considération. Et d'ailleurs, on ne pourrait plus refaire ce travail. Parce que la mémoire, en l'espace de 30 ans, a complètement disparu. Alors, pour revenir aux juristes. Oui, alors, effectivement, les témoignages, par exemple, ça c'est vraiment une chose qu'on utilise dans les tribunaux. D'ailleurs, historiquement, on distingue le témoignage des scientia propria, je l'ai vu moi-même, le témoignage des scientia aliena, quelqu'un d'autre me l'a dit, et on valorise les témoignages. C'est la même méthode qu'en histoire. En fonction de ce qu'on appelle la crédibilité des témoins, et d'ailleurs c'est le juge qui est le juge aussi de la crédibilité des témoins. Je voudrais revenir très rapidement sur un petit point, parce que s'il y a des juristes qui nous écoutent, ils vont dire que j'ai raté un élément essentiel. Pour que ce soit un génocide, il faut tuer les gens comme tels. Non pas pour des choses qu'ils auraient faites, mais pour le crime de leur existence même. Voilà. C'est ça qui me frappait. Ça, je dois reconnaître que quand je lisais les documents, j'étais frappé par cet aspect des choses. On tuait les Vendéens non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient. Et ça, parce qu'on considérait d'une certaine manière qu'ils étaient irrécupérables en quelque sorte. Voilà. Enfin, il y a un côté c'est hors de l'humanité. Enfin, c'est aussi pour ça que pour ma part, là, j'ai une petite divergence qui n'en est pas une. Je vais m'expliquer avec Monsieur Sécher. C'est que moi, je restreins la période du génocide à la période des colonnes infernales. Parce que là, il y a deux éléments qui ne permettent pas de douter qu'il s'agit d'un génocide. Le premier, c'est on tue les femmes, les enfants, les vieillards. Alors, on le faisait avant, mais de manière, j'allais dire, presque collatérale. La jurisprudence dirait, considérant que les victimes ont été visées à titre principal et non incident de la violence. Il y a eu beaucoup de civils qui ont été tués avant les colonnes infernales, mais lors du passage des colonnes infernales, c'est vraiment la méthode, un ratissage massacrant, on tue tout ce qu'on trouve. Donc là, pour le coup, on tue vraiment les gens. Et puis ça apparaît dans les ordres, enfin, voilà. Même dans les consignes. Voilà. On tue les gens, a priori, ce sont essentiellement d'ailleurs des non-combattants. Cette opération n'a aucune justification militaire, parce que les Vendéens ont déjà été défaits militairement à Savenay, et de l'avis même de Kléber dans ses mémoires, il n'y a plus de résistance militaire. Donc là, on est en 1794. Donc, janvier 94. Mais d'une certaine manière, parallèlement, l'instauration de la Grande Terreur apparaît aussi à un moment où il n'y a plus vraiment de danger militaire extérieur. Il y a quand même un parallèle, finalement. Ah, mais ça a été noté. Ça a été noté, mais par des historiens comme au 19e siècle, Edgar Quinet, qui ne sont pas du tout des historiens, j'allais dire, réactionnaires. Edgar Quinet n'aurait pas sa station de métro et son boulevard à Paris
s'il n'avait pas été franchement de gauche. Et c'est lui qui dit la théorie des circonstances avancée par nombre d'historiens de l'époque, Michelet en tête, pour dire bah oui, on l'a fait, mais on était obligé. Ce qu'en droit on appellerait l'excuse de nécessité. L'excuse de nécessité ne joue pas. Il n'y avait aucune nécessité militaire d'abord à tuer des femmes et des enfants et des vieillards, il n'y en a jamais. Mais en l'occurrence, même il y a la nécessité de faire ce ratissage massacrant, il n'y en avait absolument pas besoin. Ça, c'est une première raison. Puis il y a une deuxième chose qui se produit pendant la période des colonnes infernales, c'est qu'on tue y compris les républicains. C'est-à-dire, les soldats vont pas demander aux gens est-ce que tu es patriote ou est-ce que tu es aristocrate, comme on aurait dit à l'époque, est-ce que tu es pour la République ou est-ce que tu es contre la République. Ils prennent un village, ils massacrent tout le monde. Alors, il y a quelques exceptions, mais la règle, c'est que l'on massacre tout le monde a priori. Là, je reviens un moment sur la notion de génocide local qu'on a évoqué à propos de la chapelle Basse-Mer. Vous avez un historien, par exemple, il faut reconnaître Tom d'ailleurs, Monsieur Clénet, qui dit bah oui, alors effectivement, c'est vrai, il y a le cas de Saint-Mesmin où on a massacré tout le monde, passé tout le monde au fil de l'épée, mais c'est une exception. Alors, d'abord, c'est pas une exception, parce que la Gaubretière, la Flosselière, la chapelle Basse-Mer, Vizier, enfin, il y a tellement d'exceptions. Quand on se pose la question de l'exception, il faut se la poser par rapport à la règle. Et c'est quoi la règle ? Eh bien, la règle, c'est précisément les ordres de Thureau. Bah, oui, les ordres étaient clairs. C'est de massacrer tout le monde. Donc, s'il y a des exceptions, il faut plutôt les interpréter comme des désobéissances par rapport aux ordres de Thureau. Par exemple, le général Barre, comment dirais-je, est sans doute trop humain, et Thureau le remplace par Huchet, qui lui, par exemple, ne fait pas dans le détail. Il écrit des lettres à Thureau en disant nous tuâmes tout ce que nous trouvâmes. C'est absolument, il y a aucun doute là-dessus. Et là, j'y insiste juste rapidement parce que la thèse de l'exception, parce qu'évidemment, ceux qui nient le génocide ont plusieurs manières de le nier. L'une d'elles, c'est de dire ah oui, mais il y a bien eu des tueries, mais c'est des dérapages. Non, c'est pas des dérapages parce qu'il y avait des ordres. Ça n'est pas des dérapages parce que quand on les a connus, quand la hiérarchie les a connus, car le Thureau le savait, puisque c'est lui qui avait donné l'ordre, mais les représentants en mission le savaient, en rendaient compte à Paris. Il y a eu des patriotes qui sont allés se plaindre à Paris, qui ont dit « mais arrêtez ça !» Il y avait eu une autorité républicaine locale qui a exécuté le second, je crois que c'est de Huchet, donc Guamartinière. Et bien les représentants en mission ont dissous l'autorité, le directoire local, donc l'autorité républicaine élue, et les ont dénoncés comme contre-révolutionnaires à Paris. Donc l'exception doit s'entendre par rapport à la règle. Et la règle, c'est le massacre. On va passer un petit... avant, je vous passerai la parole, Reynald, après. On va passer une petite musique pour nous remettre dans l'ambiance de la Vendée. Les bleus sont là, le camarade, dites-les gars, avec vos peurs. Les bleus sont là, le camarade, dites-les gars, avec vos peurs. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur.
nous revenons. Alors, on vient d'entendre un des chants les plus connus de la guerre vendéenne. Rénal, c'est les Bleus sont là. C'est ce qu'on chantait à l'époque. Enfin, c'est vraiment un chant d'époque. Ah oui, on le chantait, mais on le chante toujours. D'ailleurs, en Vendée, une des insultes, je vous parlais tout à l'heure de la chapelle que l'on restaure à la chapelle Basse-Mer. On a un paysan qui vient nous voir et son plus grand juron, c'est nom de bleu. Hein, oui. Donc comment dire, ça perdure au-delà. Donc les Bleus sont les Républicains, évidemment. Je le rappelle pour absolument. les gens qui ne le sauraient pas. Est-ce que vous pouvez donc on était en train de parler là de ce génocide qui, je pense, maintenant est établi au moins pour la période des colonnes infernales de Turreau dans la première moitié de 1794. Est-ce que on peut établir maintenant, puisque le juriste établit donc des faits et ensuite établit des culpabilités, qui est coupable dans cette affaire? Alors, si vous permettez, je voudrais revenir sur le travail de détective de l'historien. Ce qui est incroyable, par exemple, on parle du plan Turreau. On connaissait bien la fameuse lettre du 24 janvier, qui s'inscrit d'ailleurs à la suite d'une lettre le 21 janvier et du 17 janvier 1794. Et on donc c'est des lettres de Turreau, adressées aux membres, aux législateurs composant le comité de salut public. D'accord. Bien. Et on avait bien aussi la réponse, on connaissait bien la réponse de Carnot, la fameuse réponse du 6 février 1994. Et c'est quoi cette réponse alors? Ce que tu fais est juste parce que ça s'inscrit dans nos intentions. Donc Carnot, qui était au sein du comité de salut public, était chargé spécialement de l'affaire de la Vendée. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que les historiens ne les avaient pas inscrit dans le processus de chaîne dont on va parler tout de suite. C'est-à-dire qu'on traitait de manière absolue les documents. Tout comme, et ça c'est la grande invention que nous a permis de faire la découverte des fameux documents, ce que j'appelle les petits papiers en 2011. Ça c'est intéressant. Alors dites-nous ce que c'est ces petits papiers, parce que c'est les petits papiers de Robespierre, je crois. Voilà. Et des membres du comité de salut public. C'est-à-dire que à l'époque, le papier est rare et lorsque on fait de la recherche historique, l'historien a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est que l'historien, comme tout homme, est un peu feignant. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'attend toujours, dans ce cadre-là, de trouver des beaux papiers avec, de beaux supports, de belles retranscriptions, etc. Et aucun historien n'avait émis l'hypothèse que tout avait fait sur des petits bouts de papier. D'ailleurs, lorsque j'ai découvert ces petits bouts de papier, ça fait bondir Stéphane Courtois, parce qu'on retrouvait le même processus pour les crimes commis par les communistes dans la future ou au sein de l'Union soviétique. Bien. Et c'est-à-dire que comme le papier est rare, on écrit tout sur des petits bouts de papier et la retranscription va se faire par la suite par des scribes, mais c'est ça qui va être détruit. Et personne n'avait pu imaginer que, en fait, les documents originaux puissent exister. Alors, ils étaient invisibles et illisibles. Illisibles parce que c'est écrit donc là, ils sont aux Archives nationales. Aux Archives nationales. Et c'est tout à fait par hasard que je les ai découverts. Et d'ailleurs, la modernité de la technique m'a permis de reconstituer les dossiers. Donc, ils étaient invisibles parce que tous les dossiers avaient été éclaté. Et donc, un document de 10 pages était dans 10 dossiers différents. Et c'est grâce au numérique qu'on a pu reconstituer ces dossiers. Et là, grâce à la découverte de ces documents, on va comprendre que le plan Turreau, le fameux plan Turreau, s'inscrit dans une logique de planification et que le plan Turreau, qui est le seul plan d'ailleurs proposé par un non-politique, en l'occurrence un militaire de génie. On a toujours présenté Turreau comme un type débile, stérile, etc. C'est pas vrai. C'est vraiment un fin stratège et son plan d'extermination s'inscrit dans le cadre d'une démarche et d'une constatation
Napoléon qu'on ne pouvait pas utiliser les moyens traditionnels pour mettre un terme à la guerre de Vendée, en raison même de la nature du sol et en raison même de la psychologie qui animait les Vendéens. Et lorsqu'on lit le témoignage de Turreau dans le cadre de ses mémoires, tout ça est magistralement démontré. Oui, parce que Turreau va ensuite avoir une carrière très opportuniste. Il va même non, pas du tout. Ah non, il va être lourdement sanctionné. Non, mais ensuite, après, sous l'Empire et la... il va être lourdement sanctionné. Mais sous la monarchie, il redevient persona grata, puisqu'il reçoit même l'ordre de... Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, bon. Mais il va être lourdement sanctionné par l'empereur, qui va l'envoyer le plus loin possible de France, dans le cadre d'une ambassade dont personne ne veut à l'époque, qui est l'ambassade de Washington. Oui, enfin, c'est quand même relativement... Et il supplie... Ah non, pas du tout à l'époque. Pour un tortionnaire, c'est... Turreau supplie qu'on le ramène en France, etc., parce qu'il se retrouve dans un pays boueux, d'illettrés, etc., et il est extrêmement malheureux. Et Napoléon va le maintenir à son poste. Alors, ce n'est que plus tard, 1810-1812, qu'il va revenir en France. En tout cas, il écrit ses mémoires, et dans ses mémoires, il assume absolument oui, parce qu'il n'avait qu'obéi aux ordres. Et en plus, il a reçu l'aval du comité du salut public. Donc ça, c'est intéressant. Oui, donc Jacques Villemain, donc la chaîne des culpabilités, enfin, ou des responsabilités. Alors, un historien parlerait pas de culpabilité parce que l'historien ne doit pas parler d'innocence non plus, d'ailleurs. Non, il ne doit pas parler de. C'est en cela que c'est assez gênant, d'ailleurs. C'est toutes ces lois mémorielles. On y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que je pense que c'est à l'historien d'abord de faire la part des choses dans l'histoire, et puis il n'y a pas à porter de jugement, il n'y a pas à condamner telle ou telle action de nos ancêtres. Il faut les comprendre. Les comprendre, ça ne signifie pas les excuser non plus. Voilà. Alors, le crime contre l'humanité et le crime de génocide présentent cette particularité que ce sont des crimes de masse. Et comme ce sont des crimes de masse, vous avez donc un grand nombre de perpétrateurs et un grand nombre de victimes. Ce qui fait que la manière dont le juge peut imputer la responsabilité pénale peut pas être la même que quand Dupont a tué Durand. Là, vous avez un point qui est Dupont, un point qui est Durand, et une relation, j'allais dire, bijective entre les deux. Alors que si vous prenez un SS d'un camp de concentration et que vous le mettez devant un tribunal en lui disant « Monsieur, vous avez tué des Juifs », l'avocat va dire « Ah bah oui, bah alors dites-moi, puis-je avoir les noms, prénoms, adresses, date et lieu de naissance des victimes et savoir quel jour, à quelle heure mon client aurait tué ?» Évidemment, impossible de répondre à cette question-là, parce que le processus du crime de masse, c'est un collectif tue un collectif. Oui. Et donc, on est obligé de recourir à, et ça a été commencé par le tribunal de Nuremberg avec la notion d'organisation criminelle, donc la Gestapo, la SS. C'est, au fond, c'est dire que il y a une forme de criminalité qui est un peu comme la société par action, n'est-ce pas ? Vous achetez une action d'une société qui vend des yaourts et vous récupérez le bénéfice sur votre part de bénéfice sur chaque pot de yaourt qui est vendu. Ben là, vous rentrez dans une entreprise criminelle et vous récupérez la culpabilité de chacun des crimes que cette entreprise criminelle a produit, quand bien même vous n'y avez pas prêté la main personnellement. Il y a 2 ans, on a condamné en Allemagne un vieux monsieur de 90 ans, mais qui, 70 ans avant, avait été comptable au camp d'Auschwitz. Il n'avait tué, à titre personnel, aucun juif, mais il avait été un rouage de la machine. Et donc on lui a dit, écoutez monsieur, vous saviez ce qui se passait à Auschwitz, vous saviez quand même bien qu'on y tuait des gens, et alors même si vous étiez le comptable, je suppose qu'il faisait la paye des SS peut-être, mais vous étiez un des rouages qui faisait fonctionner la machine, vous saviez que cette machine avait pour objectif d'exterminer les gens, et donc vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Et donc, à ce moment-là, au lieu d'imputer, la responsabilité pénale est toujours personnelle, mais au lieu de l'imputer en disant « vous avez fait ceci précisément, vous avez donné le couteau à l'assassin, et donc vous êtes complice », au lieu de partir sur les notions d'auteur, co-auteur et complice, on part sur la notion d'entreprise criminelle commune, et c'est votre participation dans l'entreprise criminelle commune qui détermine votre niveau de responsabilité. Évidemment, si vous êtes le commandant du camp d'Auschwitz, vous êtes plus responsable que si vous êtes le comptable. Donc là, dans le cas de la Vendée, on a deux auteurs, on a Turreau et Carrier qui sont quand même là, le concept, c'est le concept de chaîne de commandement. Les principaux commandants sur place, et alors derrière, il y a le comité de salut public. Tout à fait. Alors là, c'est le concept de chaîne de commandement qui a été, il était déjà présent à Nuremberg, mais il a surtout été affiné en Yougoslavie. Vous savez, on a condamné pour génocide
Karadzic, qui était donc le politique, qui était à la tête de la République serbe de Bosnie, et on vient de condamner Mladic, qui était le général, le condamné à perpétuité, il y a un mois de ça, alors c'est en première instance, il y aura un procès d'appel vraisemblablement, qui était l'exécutant militaire, dans une entreprise criminelle commune. C'est-à-dire qu'ils avaient cette aspiration commune, en anglais le mot est plus parlant, un conspiracy, en français conspiration ça sonne un peu différemment. Bon. Mais il y a cette idée qu'ils avaient la même intention criminelle, et c'est là effectivement que les petits bouts de papier sont intéressants, parce que ces petits bouts de papier établissent la communion d'intention et d'action entre le comité de salut public qui dit fait ça et le militaire qui va le faire. Et donc je me suis efforcé dans mon livre, à force de témoignages, le dernier soldat sur le terrain dit qu'il tue hommes, femmes et enfants parce qu'on lui en a donné l'ordre. Et le lieutenant dit, ben voilà, on va faire ça. On remonte la chaîne. On remonte, et les représentants en mission insistent bien sur le fait que Turo doit bien massacrer tout le monde. Ils rendent compte au comité de salut public, la correspondance entre les représentants en mission, qui sont des députés de la Convention, désignés par le comité de salut public, investis par la Convention, sont en quelque sorte les commissaires politiques, si on pourrait le dire de manière un peu moderne, sont l'échelon intermédiaire entre le gouvernement parisien et l'armée sur le terrain. Et toute cette chaîne de commandement est une chaîne de commandement absolument rigoureuse. Donc, au contraire de ce qu'on dit parfois, Carrier et Turreau n'auraient pas outrepassé des ordres, n'auraient pas été pris d'une folie criminelle personnelle qui n'aurait pas été décidée ou ordonnée par Paris. Alors, non. Et deux, quand bien même, à partir du moment où l'autorité supérieure sait ce que fait le subordonné, la loi pénale, c'est l'article 28 de la Cour pénale internationale. Elle couvre les faits. Mais il y a une nuance aussi pour Carrier, parce que Carrier, on l'oublie toujours, est député. Donc, c'est à la fois lui qui pense et qui exécute. Il est représentant en mission, en quelque sorte. Mais vous citez Carrier, mais il y a une addition, on pourrait prendre Franck Castel. Je voudrais revenir sur un point qui me paraît essentiel. La découverte des oui, ce serait bien de revenir sur ces papiers. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent exactement? Alors, les petits bouts de papier nous apprennent deux choses. Pour commencer, et ça c'est vraiment essentiel, toutes les thèses marxistes et républicaines, entre guillemets, et robespierristes, consistaient à dire que le comité de salut public n'était qu'un organe d'exécution de la Chambre, de la Convention. Or, la découverte des petits bouts de papier, en tout cas pour la Vendée, démontre que ce sont ces membres qui sont issus de la Convention, parce que ce sont des députés, ces 12 membres, sont à l'origine à la fois de la conception, mais aussi des lois d'extermination et d'anéantissement. Et notamment Robespierre, parce que les premiers documents qui émanent du comité de salut public datent du 26 juillet 1793. Et j'ai retrouvé l'original écrit à la main par les membres du comité de salut public de la loi du 1er août, qui a été bien réfléchie et d'ailleurs immédiatement appliquée le jour même de sa rédaction par les politiques. Et Robespierre était présent lors de cette délibération. Il n'est pas encore élu, il le sera le lendemain, mais il était présent. C'est-à-dire que Robespierre, dès le premier jour de la mise en œuvre du système légal d'extermination et d'anéantissement, est bien présent. Et donc, sans aucun doute, c'est vraiment lui qui est l'initiateur donc finalement, on a une convention qui serait en fait une chambre d'enregistrement et une véritable dictature, une dictature d'un petit groupe de personnes dont Robespierre était, je dirais, le dictateur en chef, en quelque sorte. Le maître à penser avec Carnot, etc. Et la deuxième chose, ça prouve bien qu'il y a un processus intellectuel, un processus législatif qui va amener à ce troisième plan d'extermination totale, qui est extrêmement précis. Et je rappelle que chaque mot est important dans les lettres envoyées par Turreau, qui est un fin militaire, et la réponse du comité de salut public, qui aurait pu bloquer à ce moment-là, s'ils n'étaient pas d'accord avec l'intention et la mise en œuvre de Turreau, qui aurait pu bloquer le processus. Alors non seulement elle ne le bloque pas, mais elle lui donne son aval. Mais c'est à la même époque où, comme je disais tout à l'heure, dans toute la France, il y a des
des répressions sanglantes. C'est l'époque où à Lyon, on va changer le nom de la ville de Lyon, oui, même, etc. Ce que nous retrouvons en Vendée, alors le juriste qui est à ma droite va peut-être me contredire, et ce qu'on le retrouve partout ailleurs. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de la nature même de la Révolution, en tout cas à partir de cette période. Ça, je pense que certains historiens remettent en question la nature même de la Révolution française. Mais on va en parler peut-être. Mais ce qui est vrai, c'est que je dirais, dans un premier temps, vous avez étudié la chapelle Vasmer, dans un deuxième temps la Vendée. Peut-être qu'il faudrait faire une troisième étude qui serait sur la France entière, parce que on a sans doute je suis en train de travailler sur la question. Il y a certaines. Très bien. On va peut-être faire une petite pause musicale pour la dernière partie. Sur un livret des paroles d'Alain Boublil et Jean-Marc Rivière. Cette comédie musicale avait été montée en 1973 au Palais des Sports de Paris, puis au Théâtre Mogador. Les chouans sont interprétés, enfin cette chanson, les chouans sont interprétés par Jean-François Michael, une étoile filante de la fin des années 60, aujourd'hui bien oubliée. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Philippe Delorme sur le thème de la Vendée, populicide, génocide, mémoricide, avec nos deux invités, l'historien Reynald Sécher et le juriste Jacques Villemain, auteur de Vendée 1793-1794 aux éditions du Cerf. Jacques Villemain, vous aviez quelque chose à nous lire, je crois, dans une citation. Oui, deux courtes citations à propos de cette notion de chaîne de commandement pour dire que ça va bien du dernier soldat sur le terrain au comité de salut public, parce que les responsables, il faut quand même les désigner. Dans mon livre, je mets à la fois tous les membres du comité de salut public, car c'est un organe qui décide collectivement, évidemment tous les généraux, mais également les représentants en mission qui font les deux, qui font le lien entre les deux. Et donc, j'aurais dû vous lire juste deux citations. Les représentants en mission qui sont des députés. Oui, qui sont des députés. Donc, la première, c'est la lettre de Turreau au comité de salut public du 24 janvier, donc le plan, n'est-ce pas ? Il écrit le 24 janvier au comité de salut public « Si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus dans la Vendée, sous 15 jours, ni maison, ni subsistance, ni armes, ni habitants, que ceux qui, cachés dans le fond des forêts, auront échappé aux plus scrupuleuses perquisitions. » Donc vraiment, il a bien dit « ni habitants ». C'est pas bon. Et un mois plus tard, donc le 19 février, là on était le 24 janvier, un peu moins 3 semaines plus tard, la convention, du moins le comité de salut public, envoie 3 représentants en mission, donc 3 conventionnels qu'elle a désignés et que la convention a investis, Garot, Hens et Franck Castel, pour vérifier que Turreau se comporte bien sur le terrain.
Voilà le début de la lettre. Nous avons Enfin, se comporte bien, bien en œuvre. Se comporte comme on attend qu'il se comporte. Voilà. Nous avons eu hier soir une première entrevue avec le général en chef de l'armée de l'Ouest. Le général en chef, donc Turreau, nous a promis de les détruire tous. Mais il faut se faire une autre idée des rebelles que celle qu'on a eue jusqu'ici. C'est que tous les habitants qui sont à présent dans la Vendée sont des rebelles très acharnés. Donc la distinction que font certains historiens en disant oui mais ils voulaient tuer les rebelles, les insurgés, les combattants vendéens, tous les Vendéens mais pas la sont... population en général. Non, pour les représentants en mission, ils l'écrivent au comité de salut public, les insurgés c'est toute la population. Donc en fait il n'y a pas de distinction à faire et de dire que ce serait des dérapages. Ça fait vraiment partie de l'intention. Et vous voyez, c'est les représentants en mission qui font à la fois le lien avec Turreau sur le terrain et le comité à Paris. Donc il y a bien une chaîne de commandement sans faille. D'ailleurs, s'il y avait eu une faille, la faille aurait été guillotinée sans délai. Et alors là, vraiment, je n'arrive pas à comprendre certains historiens qui disent que tout ça s'est fait dans le chaos, le désordre, l'absence de pouvoir. Alors, je crois que le juriste a bien défini les faits et a bien qualifié les faits et les a bien qualifié aussi les coupables de ces faits, et en particulier donc ce comité de salut public, Robespierre à sa tête, et donc Reynald Secher. Moi j'aimerais qu'on aille au-delà de cela maintenant. Ce que le juriste ne peut pas faire, c'est d'essayer d'expliquer l'idéologie qui explique comment on est passé d'une idée de régénération de l'homme, d'un homme nouveau, on verra ça aussi sous le communisme. Par la suite, cet homme nouveau qui rousseauiste, enfin une question assez bienveillante, enfin une vision assez bienveillante, idyllique, irénique de la nature humaine. Comment est-ce qu'on en est arrivé à détruire, comment cette idéologie a amené à cette destruction physique et sanglante de populations entières? Alors, je voudrais revenir sur un point d'abord. Sur le terrain, cette idée d'exterminer la population, et de préférence les femmes, filles, producteurs et les enfants, se retrouve dans tous les carottages que nous avons fait en Vendée, que ce soit au Luc, sur Boulogne, la Chapelle-Basse-Mer. 80% des gens exterminés sont des femmes, des enfants et des vieillards. Le chiffre le plus flagrant est celui des Lucs sur Boulogne, puisque 110 personnes massacrées sur les 566 ont moins de 7 ans. Bon, ce sont des chiffres flagrants. Et mais il y a une idée de race au sens, alors avec plein de guillemets, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, voilà, c'est-à-dire de familles pourries, enfin ou en tout cas irrécupérables ou. Alors l'idéologie, elle est très simple. Vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi. Bon, la liberté ou la mort. Ce slogan exprime parfaitement cette idéologie. Si le peuple pense mal, il faut changer le peuple. C'est l'idée de Rousseau. Comme dans la chanson tout à l'heure, le chant un peuple indigne d'être libre. Et il y a deux solutions pour changer le peuple par rapport à l'idéologie ambiante. Soit on va le régénérer, c'est-à-dire que on va le convertir, soit c'est une conversion spontanée, soit c'est une conversion à moyen et long terme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'on va adopter massivement les petits enfants des contre-révolutionnaires pour les mettre dans des familles révolutionnaires. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est ce qu'on fait avec Louis XVII, d'ailleurs. Entre autres. C'est vraiment exemplaire. Et exemplaire, c'est vraiment l'exemple au cœur. Bon. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que l'histoire a retenu cette vision révolutionnaire. Et souvent, lors des conférences, je trouve des gens qui disent effectivement, je m'appelle Liberté parce que nous savons par tradition familiale que nous avons été adoptés, en l'occurrence c'était au Mans, par une famille révolutionnaire parce que on n'a pas voulu massacrer nos ancêtres qui étaient des tout petits enfants, mais on les a rééduqués. Bon, et on lui a donné un nouveau nom, Liberté, etc. On a d'ailleurs le fameux plan d'éducation de Lepelletier de Saint-Fargeau qui est lu par Robespierre à la Convention, où il explique qu'il faut prendre les enfants dès l'âge de 5 ans ou 6 ans et les remettre dans le moule de la République. Enfin, c'est très très précisément Alors, je voulais en parler, expliqué. mais très bien, effectivement. Là, ça a aussi été réfléchi au plus haut niveau de l'État. Donc, si on peut effectivement régénérer les gens de manière spontanée, en les faisant adhérer, notamment par le fracas,
parce que le fracas est vraiment l'arme de la Révolution française. On fracasse les gens, et une fois fracassés, eh bien, lobotomisés, en fait, on va pouvoir les emmener là où on veut les emmener. Et puis, ceux qui refusent cette conversion, eh bien, ils doivent être éliminés, soit individuellement, soit en raison de la nature de leur appartenance d'ordre, par exemple, la noblesse. On considère que la noblesse est irrécupérable, donc on va la massacrer massivement. On va la massacrer en raison même de sa nature. C'est vrai aussi pour le clergé. C'est vrai aussi pour la famille royale. Et d'ailleurs, on va très loin pour la famille royale parce qu'il ne s'agit pas d'exterminer non seulement les membres de la famille royale, mais tout ce qui peut, rappeler leur existence. Et on va créer là un crime spécifique à la Révolution française, mais ça existe peut-être pour les révolutions communistes, le crime de ressemblance. C'est-à-dire que la personne qui ressemble au roi ou à la reine, elle doit être exécutée parce que elle ressemble, donc elle rappelle. Et d'ailleurs, on va très loin, on va détruire toutes les pièces, etc., où il y a le portrait du roi, parce que ça rappelle le souvenir. D'où d'ailleurs la contre-révolution qui crée les images pernicieuses qu'on connaît très bien. Ça va du pommeau de la... C'est ce que les Romains appelaient la damnatio memoriae, c'est-à-dire on détruit toute image, toute effigie de la personne que l'on veut faire détruire. D'ailleurs, vous parlez de mémoricide, on pourra peut-être en parler aussi, de cette expression de mémoricide. Et alors donc, une extermination individuelle, une extermination, j'aime pas tellement ce mot, de classe, et puis bien entendu, une extermination de peuple. Et le modèle, le laboratoire, est effectivement la Vendée. Et on va retrouver ça donc dans la Révolution russe qui va faire une extermination de classe avec la bourgeoisie paysanne. Alors là aussi, et puis ensuite par le nazisme avec une élection de race. Il faut lire le dernier livre de Stéphane Courtois sur Lénine. Là, il le démontre très très bien. C'est-à-dire que Lénine va s'appuyer sur l'expérience intellectuelle révolutionnaire, mais aussi expérimentale, et notamment sur la Vendée qu'il connaît parfaitement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il appelle tous ces lieux à exterminer en priorité Vendée. Alors Jacques Villemain, est-ce que on retrouve dans les génocides que vous avez pu, les génocides récents que vous avez pu étudier, l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, et on retrouve quand même, est-ce qu'on retrouve vraiment cette volonté idéologique derrière, ou est-ce que c'est beaucoup plus chaotique, je dirais, comme démarche? Alors, volonté idéologique, assez curieusement, ni au Rwanda, ni en Yougoslavie. En Yougoslavie, la République serbe de Bosnie, il s'agit de créer un État ethniquement pur, et donc pas nécessairement de tuer tous les non-serbes, mais qu'ils quittent la Bosnie. Et il n'y a eu qu'un seul génocide dans toute la guerre de Yougoslavie. La Bosnie a ensuite attaqué la Serbie devant la Cour internationale de justice pour faire admettre que la Serbie avait mené une politique génocidaire en Bosnie, et la Cour internationale de justice a dit non. Elle n'a reconnu que le génocide de Srebrenica, qui du coup n'est pas un génocide idéologique, c'est un génocide terroriste, tout simplement. Il s'agissait de faire peur aux gens et qui fichent le camp aux non-serbes. Pragmatique ou pratique, si on peut dire. Voilà, c'est au sens. Voilà. Donc, ce qui, soit dit en passant, nullifie l'argument de certains historiens qui disent il n'y a pas eu de génocide puisqu'il n'y avait pas d'intention idéologique génocidaire. Effectivement, j'admettrais assez volontiers que l'idéologie des droits de l'homme n'est pas une idéologie de soi génocidaire. Enfin, c'est quand même bien le minimum qu'on puisse dire. On pourrait peut-être créer alors un nouveau palier de génocide idéologique, peut-être. Alors, en revanche, et au Rwanda, c'est juste une question de lutte pour le pouvoir, et à un moment, il y a un groupe qui s'est dit on ne pourra pas l'avoir et le garder si on ne détruit pas radicalement tous les autres. Donc, c'est pas non plus une idéologie. Non, par contre, là où je suis d'accord, c'est effectivement le rapport qui est fait entre, par exemple, Robespierre et Lénine, mais il faut le faire dans le bon sens. Robespierre n'est pas léniniste, c'est Lénine qui est robespierriste. Ah oui, clairement. D'ailleurs, il l'explique clairement dans ses écrits. Enfin, et donc là, il y a effectivement le motif, le mobile idéologique est important, parce que la révolution s'est voulu, au fond, la refondation de la société en référence à deux périodes antérieures fantasmées, l'une qui est l'état de nature de Rousseau et l'autre qui est l'Antiquité romaine. Au nom de cette
pureté à retrouver. Le mot humanité est très intéressant. Il veut dire progrès à l'époque. C'est par principe d'humanité que je purge la terre de ces monstres, dit Carrier quand il fait les noyades. C'est au fond l'humanité, c'est le progrès. Il s'agit de faire avancer. C'est intéressant d'ailleurs de voir que ces criminels ont les meilleures intentions du monde. Ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il y a très peu finalement de criminels qui font le mal pour le mal. Et alors, j'avais lu. Ils imaginent faire le bien. L'an dernier, il y avait eu dans la Revue des Deux Mondes un article très intéressant d'un historien remarquable qui est Lucien Jaume, qui fait également la référence par rapport au terrorisme et par rapport à Daesh. Et au fond, le point commun entre Daesh et les Jacobins, c'est qu'ils ont une vision religieuse de l'histoire. Il faut purifier le monde de sa perversion. Perversion monarchique en 1793, perversion de l'impiété, du mécréantisme pour... Il y a un puritanisme jacobin aussi. Voilà, et d'ailleurs... La vertu de Robespierre. Voilà, et effectivement, il fait le rapport entre les deux. La seule manière de créer un monde meilleur, c'est d'éradiquer le monde ancien. Soit dit en passant, s'il y a un point pour lequel on pourrait faire une référence aussi, c'est l'affaire Khmer Rouge. Le Khmer Rouge avait clairement théorisé le concept d'un peuple nouveau. On retrouve ça avec l'Union soviétique et on retrouve ça aussi avec le nazisme. On doit éliminer tout ce qui est parasite, différent, personnage non humain en quelque sorte. Enfin, dès qu'on parle de régénérer, ça veut dire que ce qui existe est dégénéré. Et alors, si on ne peut pas convertir, régénérer par conversion, et visiblement les Vendéens ne sont pas régénérables de cette manière-là, la seule manière d'agir pour la pauvre humanité, c'est au fond d'éradiquer le cancer. D'ailleurs, le terme de cancer est explicitement utilisé par Barrère dans ses cartes. Oui, il y a des termes médicaux qu'on retrouve d'ailleurs dans le nazisme, ou des termes d'animaux aussi, bêtes féroces, etc. Enfin, on a vraiment des parallèles intéressants qu'on peut faire. Tout à fait. Vous parliez de race. J'avais noté toute une série de race mauvaise, race rebelle, race maudite, race infernale, race de brigands, race abominable, race impure. Mais le concept de race n'est pas le concept du 19e siècle, mais race veut dire engeance, espèce. Et donc, ils sont véritablement... C'est de la prophylaxie, finalement. C'est plus du meurtre. On coupe les miasmes, comme le miasme a une grande importance au XVIIIe siècle, la notion de miasme, mais c'est vrai que d'une certaine manière, on veut nettoyer, épurer. Donc on arrive à la fin, hélas, de notre rencontre. Je vous rappelle que nous écoutions Radio Courtoisie, le libre journal de Philippe Delorme sur le thème de la Vendée, populicide, génocide, mémoricide, avec nos deux invités, l'historien Reynald Secher et le juriste Jacques Villemain, auteur de Vendée 1793-1794 aux éditions du Cerf. Et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine émission dans 4 semaines. Bon mois de janvier. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 5 janvier 2018. Elle est diffusée pour la première fois dimanche 7 janvier 2018 de midi à 13h30 et réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.